On se retrouve en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles. On va parler miel et apiculture avec vous, Tony Gemiti. On a parlé de vous il y a quelques jours avec Sarah Tatouille, blogueuse culinaire, là, qui nous avait proposé des samosas au miel avec votre miel. Maintenant, on va parler un petit peu plus de vous, de votre exploitation. Vous êtes basé au Val. Présentez-nous un peu rapidement votre exploitation. Alors, je suis installé depuis 2018. J'exploite 300 ruches. Je pratique une apiculture transhumante pour produire mes différents miels. Une apiculture transhumante, 300 ruches, c'est-à-dire qu'elle se promène un peu à l'échelle du Var, de la région? À l'échelle de la région et quelques ruchers hors région. Hors région, c'est-à-dire c'est dans quelle implantation? Je monte jusqu'en Isère pour produire du miel de châtaignier, du miel d'acacia quand c'est les années propices. Et voilà. Après, la plupart de mes ruchers sont en zone Provence, appellation Provence, mais certains ruchers sont en zone montagne aussi. Il y a une appellation Provence, hein, pour le miel. Oui, Il y a je suis adhérent au syndicat des miels de Provence et donc mes miels sont labellisés IGP Miel de Provence. une apiculture transhumante, c'est-à-dire que c'est toute une logistique à prendre, savoir à quel moment installer des ruches à cet endroit et surtout aussi trouver des points de chute. C'est ça, il faut trouver des emplacements, il faut les tester parce que elles sont pas, enfin, on ne connaît pas toujours le potentiel à l'avance d'un emplacement. Euh, Parfois, donc, bon, c'est aussi une prise de risque, un pari parfois, parce que c'est vrai que certains ruchers, on va emmener sur une certaine mielée visée, et cette mielée-là n'est pas significative, ne marche pas, ça peut arriver parfois. Parfois, le miel est au rendez-vous, et là, on est content parce que forcément, les abeilles sont bien nourries, et puis nous, on en a un bonus. Et puis c'est pas, on suppose, automatique, c'est-à-dire que les abeilles, ça reste, c'est pas des machines à produire du miel, ça reste des animaux. Il doit y avoir un temps d'adaptation. Quand on les pose au milieu un environnement qu'elles ne connaissent pas forcément, c'est pas du jour au lendemain. Il y a tout aussi cette réflexion à avoir par rapport au bien-être, à l'environnement des abeilles. Après, c'est vrai qu'elles ont un instinct de collecte. Donc, c'est-à-dire que elles peuvent te mettre très très vite à l'ouvrage. Dès le lendemain qu'on les a posées, elles peuvent très bien rentrer les premiers nectars. Maintenant, c'est vrai que l'environnement, il a quand même beaucoup évolué. Et bien, parfois, on va sur certaines mielées, mais les conditions, température, hygrométrie, etc., ne sont pas spécialement réunies pour pouvoir produire le miel qu'on aurait espéré. Peut-être s'attarder un petit peu sur votre parcours personnel. Donc vous disiez l'exploitation date de 2018, ce qui est relativement récent. Vous, auparavant, vous venez d'où? Quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à l'apiculture? Alors, bon, historiquement, mon père et mon grand-père, ils avaient des ruches. Moi-même, j'ai pas suivi spécialement cette voie-là au départ parce que je suis dessinateur projeteur en bureau d'études mécaniques. Et en 2018, ce matin, je sais que vous avez interviewé AgriCampus et donc moi j'ai fait ma formation en 2018 au CFPPA de Hyères et pour faire une reconversion. Voilà. D'accord, c'était un ras-le-bol, c'était une envie de revenir, de retrouver un peu du sens, de revenir à la nature. Oui, en fait, ça faisait depuis 2014 que j'avais des ruches. Et j'y prenais de plus en plus de plaisir à faire cette activité-là. Et honnêtement, j'en prenais de moins en moins sur ma précédente activité. Aujourd'hui, c'est un régal. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce métier. Je suis très content d'avoir pu financer parce que finalement, cette formation, je l'ai autofinancée étant donné que je n'étais pas au chômage et que j'étais à mon compte. J'ai pris le parti de financer cette formation-là. Et j'en suis très content aujourd'hui. D'accord, donc ce qui était une passion est devenu petit à petit un métier à part entière. Vous êtes seul à vous occuper de ces 300 ruches? Oui, la plupart du temps, oui. Pour certains coups de bourre, je suis avec ma femme. Pour certaines transhumances, je me fais aider principalement pour les transhumances. Mais voilà, la plupart du temps, sur les ruchers, je suis seul, oui.
Avec peut-être des conseils de ruchers, pardon, d'apiculteurs qui étaient déjà établis, parce qu'il y a une formation évidemment que vous avez suivie, vous le rappeliez, mais il y a des gestes à apprendre, à intégrer qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qui s'apprennent à Oui. l'expérience. Vous avez été un peu encadré, drivé par des apiculteurs établis? Ben oui, j'avais déjà la chance d'avoir déjà un cheptel assez, même si c'est pas un cheptel à échelle professionnelle, j'avais déjà acquis des gestes. J'avais intégré le rucher école de Brignoles à mes départs. Ensuite, pendant la formation, j'ai fait un stage comme dans toute formation. J'avais un maître de stage. Encore aujourd'hui, je suis dans des structures professionnelles, ce qui permet d'échanger et c'est hyper important parce que parfois on peut se sentir un peu seul aussi dans certains métiers. C'est un peu finalement ce que je pâtissais de mon précédent métier, c'est que j'étais à mon compte, j'étais seul, mais personne avec qui échanger sur certaines problématiques. Ce qui est beau dans ce métier, malgré tout, c'est qu'on peut échanger avec des collègues, même si quelquefois on peut être concurrent sur certains marchés. Mais il y a une belle entraide, même si c'est que du conseil parfois et pas spécialement toujours un coup de main significatif. Je trouve que voilà, on a quand même des bons liens avec les collègues. D'accord, il y a une communauté où on peut aller Oui. chercher des conseils, des idées, des erreurs à pas faire aussi peut-être, et puis des choses à creuser. Il y a toute une partie technique qu'il faut apprendre. Et puis il y a aussi, après, quand on passe à un niveau professionnel, il faut savoir vendre, savoir faire le Oui. paquet cadeau autour du miel. Et ça, il a fallu l'apprendre sur le tas aussi, on imagine. Ah oui, c'est sûr. J'en parlais encore avec une personne sur mon stand qui m'a connu à mes débuts, mes premiers stands sur le marché, etc. Bon, il y a eu une évolution aussi dans la présentation du produit. Voilà, c'est certain qu'après, on n'est pas que producteur de miel. À un moment donné, il faut aussi le commercialiser et il faut se mettre en avant. Oui. Alors, votre gamme de miel, vous disiez, il y a de Provence, il y a de montagne. Là, par exemple, sur ce que vous présentez à la foire sur le village des producteurs, qu'est-ce que vous mettez en avant pour les clients? Alors, ce printemps, j'ai produit du miel de bruyère blanche. Donc, c'est celui-ci. Il a une texture un peu crémeuse. C'est plus épais, voilà, ouais, Oui. d'accord. C'est un miel fort, hein. Il a des notes de caramel qui sont vraiment très appréciées, que certaines personnes connaissent déjà et se précipitent dessus, et puis d'autres le découvrent et sont vraiment apprécient ce miel. Ensuite, je fais D'accord. du miel de lavande, le classique de la région. C'est vrai que c'est le produit incontournable et c'est aussi celui qui nous fait vivre parce que c'est dans les volumes de production du miel de lavande qu'on arrive à générer le miel pour gagner notre vie, en D'accord, avec fait. des ruches là qui sont un peu plus au nord du département ou dans les Alpes de Haute-Provence Oui, déjà. c'est ça. Ouais. Et ensuite, ça, c'est le miel de lavande fine qui est produit donc plus en altitude dans des secteurs de production d'huile essentielle de lavande vraie. Voilà. Et c'est un miel qui a des notes plus fruitées, qui tirent vers le fruit exotique, qui sont vraiment très sympas et qui a une bonne longueur en bouche, qui est vraiment très agréable. Qu'on peut utiliser aussi en cuisine, hein. On l'a vu Oui, tout l'autre à jour fait. avec Sarah. Mm. Sarah, elle avait utilisé celui-ci, le miel de lavande, mais on peut s'en servir pour faire du nougat aussi, hein. Ce sont des bonnes bases pour la transformation. Justement, il y a le miel, mais pas seulement. Il y a quelques spécialités déclinées à base de miel. Vous avez évoqué le nougat. Vous êtes venu avec deux barres là aujourd'hui. Oui. Quelle est la spécificité, les particularités en termes de goût de votre nougat? Alors le nougat noir, je le fais avec 100% miel pour la partie sucrante, 50% miel, 50% amande, et puis des zestes d'orange et de citron pour le goût, parce que je trouve que ça apporte de la fraîcheur. Ensuite, le nougat blanc, lui, c'est une meringue, hein, qui est élaborée avec un sirop de sucre, mais aussi une part importante de miel, de lavande. Et
a des arômes de vanille. On ajoute de l'arôme de vanille dans la pâte. D'accord. Ça, c'est fait maison, c'est vous qui Oui. l'élaborez? C'est nous qui transformons. Je fais également la guimauve au miel de lavande. Voilà, ce sont nos produits transformés maison. La guimauve, là, c'est ce qui est devant vous. C'est ça, oui. Donc c'est quoi? C'est un peu la même base de travail ou comment ça se réalise? Comment dire, c'est une émulsion avec de la gélatine. Donc j'utilise de la gélatine bovine pour monter ma guimauve. Et c'est à base de miel de lavande aussi. Il y a aussi, je suis passé devant votre stand tout à l'heure pour préparer cette intervention, il y a aussi des sucreries, des bonbons, Oui. des sucettes. Oui. Alors pour cette partie-là, en fait, je travaille avec un confiseur pour avoir plus de stabilité sur le produit et auquel je fournis mon miel tout de fleur et il me transforme les bonbons et sucettes. Comment est-ce que vous vendez vos produits? C'est en direct, c'est en ligne, vous passez par des épiceries, comment ça se passe? Alors, on va dire que tout ça, c'est encore en chantier, c'est encore en élaboration parce que en fait, j'ai pris la décision aussi de choisir certains labels. L'an dernier, je suis passé sur le miel de Provence pour mettre en avant justement la Provence et quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ, mais qui a mis du temps à se mettre en place, c'est que depuis cette année, je suis labellisé bio. Donc voilà, il y a sans doute encore un petit peu de travail pour rentrer dans certains magasins, dans certaines enseignes, pour proposer mes produits. Qu'est-ce que ça implique bio dans l'apiculture? Alors, en agriculture, on voit la limitation des produits phytosanitaires. En apiculture, comment on fait pour maîtriser justement ce label bio? Qu'est-ce qu'il faut il faut passer par quel cahier des charges? Il y a un cahier des charges spécial pour l'apiculture biologique. Ça passe par un choix de nos emplacements parce que souvent certaines personnes disent à juste titre qu'on ne peut pas piloter les abeilles et qu'on ne détermine pas où elles vont aller butiner. Donc c'est vrai que pour le coup, ça c'est le choix de l'apiculteur. Il faut qu'il choisisse convenablement ses emplacements. On a la chance quand même dans la région et dans le département que je trouve qu'énormément de domaines viticoles passent en bio. On a quand même un gros couvert végétal sauvage. Près de 80% de la surface du Var, c'est quand même de la forêt. Donc voilà, on a un beau panel de fleurs compatibles avec l'agriculture biologique. Puis ensuite, il y a l'abeille, elle a un parasite qui est le varroa, et donc là, il y a aussi des impositions dans le cahier des charges pour pouvoir traiter nos abeilles. Objectif, le label bio, c'est l'obtenir, combien de temps il faut pour l'avoir? Alors bon, je suis déjà labellisé. Vous êtes déjà labellisé, voilà. pardon. Mais je suis engagé depuis l'année dernière en fait. C'est un an de conversion pour être labellisé bio. Sur votre stand, là, vous êtes au village des producteurs de la foire. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a toutes les spécialités que vous nous avez amenées. Il y a encore d'autres choses ou... Oui, voilà, il y a les confiseries. Il y a différents formats de miel. Le kilo jusqu'en 250 grammes. J'ai le miel de montagne, miel de châtaignier. C'est quelque chose que vous faites beaucoup, les foires? Vous faites des marchés peut-être régulièrement dans le département? Oui, j'essaye en tout cas, parce que c'est vrai qu'avec le travail sur les ruches, c'est pas évident. Forcément, on peut pas s'éparpiller, on peut pas être partout. Cet été, on a réussi à en faire un petit peu plus grâce au soutien de mon épouse, mais bon voilà, en saison, c'est vraiment très compliqué. Là, j'arrive dans la saison où j'ai moins de travail sur les ruches, je peux m'occuper un petit peu plus du marché. Le travail aujourd'hui, là, en octobre, dans les ruches, ça va consister à quoi, par exemple? On est sur quelles Là, activités? on va surtout vérifier que tout va bien pour l'hivernage, qu'il y a suffisamment de miel dans les ruches, que les ruches sont suffisamment populeuses. C'est un travail qui touche déjà à sa fin, hein, qui est déjà bien enclenché. Et après, le maître mot, c'est de ne plus déranger les ruches, en fait, hein.
Et pour revenir à la foire, il y a la partie commerciale évidemment de vendre vos produits et on suppose qu'il y a aussi beaucoup de pédagogie. L'apiculture, c'est quelque chose qui attise la curiosité. Il y a Oui. beaucoup de questions, peut-être même de vocations, de gens qui ont envie de tenter l'aventure. Vous répondez à beaucoup de Oui, bien questions, vous sûr. expliquez votre métier. Il y a des personnes qui viennent, qui sont apiculteurs amateurs, qui ont des questions et qui viennent simplement pour poser des questions. Et moi, je suis très heureux de pouvoir y répondre. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'acheter directement au producteur. Et ben, c'est notre rôle, on est là, c'est pour ça. Et donc, j'aime bien faire goûter mon miel. Voilà, j'aime bien les guider, essayer de percevoir un petit peu leurs attentes quant à certains miels, parce que il y en a comme le miel de châtaignier par exemple, il est très recherché par certains et puis il est fui par d'autres. Donc voilà, il faut bien cibler les goûts et les attentes des clients. Oui, toute une éducation au goût. Vous le disiez avec par exemple ce miel de bruyère qui est très clivant. Enfin, Oui. on l'aime ou on le craint. Mm. D'expliquer comment il est fait, Oui. ses particularités. Mm. Et oui, voilà. Bon, après, ce qui est intéressant aussi, c'est de communiquer sur le terroir, parce que justement, on a deux terroirs dans le Var, donc on a la zone garrigue et la zone maquis. Les gens sont parfois interloqués par le fait on utilise une appellation maquis, ou que dans le massif des Morts, on a cette particularité-là d'avoir ces plantes-là du maquis. Et donc, bon, voilà, il y a toute une pédagogie derrière qui est intéressante. Bien, merci d'avoir partagé votre passion pour l'apiculture, les abeilles, le miel. Tony Gemiti, on vous retrouve jusqu'à dimanche au sein du village des producteurs de cette foire de Brignoles avec vos miels et vos spécialités dérivées à base de miel. Merci beaucoup, bonne Merci foire, beaucoup. bonne journée à vous. Merci.